Allez, bon, bienvenue du coup à tous et toutes. On va démarrer donc par le calendrier économique. Comme d'habitude, on va regarder un peu ce que l'on peut attendre de cette semaine en termes de statistiques surtout. Il n'y aura pas une grosse analyse du marché parce qu'on va voir que finalement, ça devient de plus en plus compliqué aussi de le prédire avec les changements des volte-face. Donc voilà, on va surtout là se concentrer un peu sur le calendrier économique qui ne sera pas non plus foufou. On ne devrait pas avoir une grosse semaine. On devrait avoir une semaine aussi avec une baisse de la volatilité. Et j'ai envie de dire tant mieux, ça va faire du bien. Donc, ici, on va avoir les prévisions à l'inflation, 17h, ça va être intéressant. Lundi, 17h, donc 17h, prévision, inflation, consommation. Les T-bills, 3 mois, 6 mois, pas trop d'intérêt, c'est pas ce qui est regardé. Et après, on va avoir 2 discours de membres du FOMC. Donc, Barkin, qui est quand même un peu important, et Waller, qui sont aussi des personnes qui se mettent pas mal en avant. Il va être de plus en plus regardé de toute façon la position des membres de la Fed, hein, forcément. Et on va voir un peu pourquoi aussi. Minuit, on aura Harker, pas trop d'intérêt, surtout à minuit. 1h40 du matin, on aura Bostic, pardon. Pas trop d'intérêt pour nous, mais on se le marque pour ceux qui veulent aller regarder ce qui était dit dans sa publication. Les indices de prix 14h30 qui sortent là, tous les indices de prix sont intéressants à regarder mardi. Ok. Donc, indice de prix mardi 14h30. Indice de prix, on verra notamment pourquoi aujourd'hui. Indice manufacturier aussi, 14h30. 14h55 hors marché, on aura le Redbook, vente au détail. Et après, 17h35, Barkin. Et c'est tout pour mardi. Mercredi, donc on aura le discours de Cook, mais c'est pareil, c'est à 1h du matin, donc pas trop d'intérêt, c'est plus pour ceux qui ont envie d'aller voir ce qui peut être dit. Donc on va avoir Cook, 13h, le taux hypothécaire 30 ans. Et là, on va regarder qu'il a un peu un impact, ce taux 30 ans, notamment sur les bons du Trésor. Hein. On regardera l'intérêt qu'il peut y avoir sur les bons du Trésor. Vous allez voir qu'on a une évolution de ce taux d'intérêt qui revient un petit peu, qui s'écrase, mais qui reste autour des 6%. Et sur les bons du Trésor 30 ans, surtout, c'est là où c'est intéressant. On va regarder. Voilà. On va regarder ça après. Alors, on voit qu'on a une progression des bons du Trésor qui ont une forte importance. Hein. On va voir pourquoi, un petit peu, qu'est-ce qu'on peut en conclure, qu'est-ce qu'on peut penser. On va avoir les ventes au détail à 14h30, mercredi 14h30. Donc ça va être un peu la statistique du jour, hein, mercredi 14h30, ça va être la seule statistique qui va être un peu importante. Ici, les ventes au détail, puisque c'est un petit peu l'évolution de ces ventes qui va dicter un petit peu est-ce que le ressenti des Américains se fait voir dans les chiffres, hein, du coup justement, hein, dans les hard data, dans les data plus vraiment concrètes, qui sont plutôt moins fortes de ressenti, mais qui donnent vraiment un sentiment. Adjudication 20 ans à 19h. 19h, adjudication 20 ans. 19h dans la foulée, GDP Atlanta. Et donc 19h15, on va avoir Powell. Donc là, le discours de Powell, ça
ça sera sûrement l'info de la semaine, hein, j'ai envie de dire, à mon avis. On va regarder un peu où c'est qui parle, mais là, c'est pas trop attendu, donc on va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite le site de la Réserve fédérale. Calendrier. Et donc, on a dit que ce serait mercredi. Mercredi, on sera le 16 avril. Le 16 avril, Powell, il parle, c'est un Economic Outlook, discussion au club de Chicago. Donc, ça sera assez important, ça va être suivi, parce qu'en plus, il va parler sur l'économie en général. Donc, à mon avis, il va forcément parler de la situation avec l'évolution des droits de douane. Est-ce qu'on peut attendre de la part de la Fed, dans quelles conditions, s'il y a telle évolution ou telle évolution, comment la Fed compte se placer. Donc là, c'est très important, le discours de Powell, il va être très attendu. Très très important, donc du coup, à se marquer. Ok. 17 avril, on aura le gouverneur. Bon, il va parler à 1h du matin. Hein, vous avez compris que quand Powell a parlé à 19h et que lui il parle juste après, personne ne va prendre le temps de regarder ce qu'il a à dire, parce que forcément, le grand Manitou a parlé. C'est pas intéressant pour eux de savoir ce que peut en penser un gouverneur, un simple gouverneur, quand Powell a déjà pris la parole. Donc, c'est même pas la peine de se marquer l'intervention de Schmitt. On aura par contre donc les bénéficiaires du chômage, les inscriptions hebdo au chômage, la moyenne mobile bien sûr, l'indice manufacturier bien sûr, donc 14h30, jeudi, tout ce qui est le chômage, comme d'hab. 16h30, on va avoir donc, si vous voulez travailler un petit peu le contexte, vous pouvez aussi regarder ici les indices de la Fed de Philadelphie, notamment sur l'évolution de l'emploi et des nouvelles commandes, hein. Mon prix payé aussi forcément par rapport à l'inflation, mais c'est plutôt surtout intéressant de regarder l'emploi par rapport à l'indice manufacturier, voir si justement on pourrait avoir un recentrage de l'industrie au niveau des États-Unis, si Trump avait l'effet escompté de sa part. Et le GDP, donc Fed Atlanta, à 16h30, donc suivant la publication de ces données-là, on va avoir le nouveau GDP du T1. Alors là, c'est le GDP, la communication officielle du T1. Hein. Vous voyez que ici, on doit avoir la projection du mercredi, T2. c'était à 19h. Mercredi, 19h. Ah non, c'était le GDP du T1 toujours. Donc, T1 à préliminaire. Et là, ouais, ça doit être un. Pourquoi ils ont le GDP en préliminaire alors que le T1 est terminé? C'est original ça. Peut-être ils vont l'affiner avec les informations obtenues. Ah non, voilà, c'est une erreur. Hein, donc c'est bien le T2 hein, qui sera publié. Ah non, c'est ça, oui, non. 16, on est toujours sur le T1, donc on est sur je pense qu'ils affinent la publication qui aura lieu le 29 avril, exactement. Et après, on partira sur le T2. Donc là, on affine la publication du 29 avril. Ok. Donc, selon les données qui seront ressorties. On va avoir forcément aussi Barr qui vient parler ici, savoir son importance. Hein, 17h45 jeudi. Vice-président de la Fed, hein, forcément. À son importance. Le type 5 ans, pas mal aussi, à se noter. 19h, si on est toujours là, faire attention.
Et voilà, et vendredi, c'est vendredi saint, donc on n'aura que dalle. Ah ouais. Donc il n'y aura aucune position intéressante à se mettre. On aura juste Dali qui va parler, mais pas d'intérêt. Ben, c'est pas plus mal parce que le vendredi, souvent, c'est violent. Ça vous vend, ça twist, ouais. C'est souvent le plus chiant, tout à fait. De toute façon. Hein c'est bon. Allez, c'est bon pour tout le monde normalement. Vous avez tous tout noté, je suppose. Ouais, moi ça va. Merci. Après les autres, je sais pas. Ouais, c'est ok. Yep. C'est ok, c'est ok. Alors, normalement, et oui, on aura. C'est bizarre parce que je ne l'avais pas vraiment relevé. Donc, vendredi, ce serait férié, à mon sens. Je pense qu'il n'y a pas de cotation parce que c'est. En début d'année, tu avais On donné un l'avait truc. pas relevé en début d'année. Ouais. Ça me semble bizarre qu'on ne l'ait pas relevé en début d'année. Peut-être c'est parce Non, c'est vrai qu'on l'avait pas mis. ça doit tomber plus tard, peut-être comme c'est lié au calendrier, puisque Pâques, c'est basé sur le calendrier. Je suppose que c'est tombé après. Donc le lundi de Pâques arrivera le lundi, ce sera férié, ça c'est sûr. Et donc on aura aussi effectivement le vendredi 18 qui sera un vendredi saint, férié sur le Nasdaq. Je pense qu'il y aura peut-être une cotation, c'est-à-dire que le règlement est ouvert, mais Comme le matin. Comme le matin. Voilà, il n'y aura personne, sachant que les Européens, c'est férié. Ça m'étonnerait qu'il y ait du monde, du coup. Donc voilà. Donc là, on est parti pour un long week-end. Lundi, c'est férié, lundi 21, le lundi d'après. Et donc, normalement, le 18 sera férié. On va avoir 2 semaines à 4 jours, en fait. C'est ça. Donc, lundi, moi, je vais me marquer vendredi, du moins, je pense que je ne traderai pas, en tout cas. Hop, je vais mettre. On va se le marquer. On verra la volatilité, mais ça m'étonnerait. Voilà, donc vous pouvez marquer que vendredi, on sera sur le vendredi 5, il n'y aura certainement pas de cotation, et donc et lundi, de toute façon lundi aussi, normalement, je vais le regarder. En fait, je pense qu'on les avait pas eu en début d'année, tout simplement parce que ça dépend du nombre de semaines, là, de lune, je sais pas quoi. Pardon, Pâques. Alors par contre, le lundi aussi, hein, ce sera férié. Là, ils l'ont pas encore mis, mais c'est sûr que ce sera férié. Donc voilà. C'est fait. Qu'est-ce qu'on peut penser du marché à venir? On va aller directement sur le graphique en même temps qu'on va travailler la psycho du marché. Pourquoi? Parce que on va voir qu'il est intéressant de se rendre compte de ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. Donc, comme on avait vu la semaine dernière, on devait avoir une ouverture un peu fracassante sur le lundi, puisque
D'ailleurs, dès le lundi minuit, regardez, on est venu vraiment sombrer cette grosse goutte, hein, puisqu'on avait une ouverture, on avait eu une clôture le vendredi, une clôture à 17 500, et on a eu une ouverture le lundi à 17 100, et après avec un plus bas quand même à 16 500, donc 1000 points plus bas. Un gap de 1000 points à l'ouverture, et on a même poussé après jusqu'à 460. Donc c'était ce qu'on avait identifié en seuil un petit peu, un premier point à aller chercher. Ils sont allés le chercher assez rapidement. Finalement, le marché s'est retourné, vous le voyez, le lundi notamment à l'ouverture du marché américain. On verra que c'était un petit peu les premières nouvelles qui pouvaient y avoir. Et puis surtout, c'était aussi le rebond un petit peu, comment dire, technique, après avoir touché un seuil intéressant de la part du marché, et que il y a eu des rumeurs, notamment sur le lundi, mardi, et le mardi, on se rapprochait, comme on avait dit, plus on allait se rapprocher du jour des droits de douane, plus ça allait sombrer. Donc on est revenu tester le point bas, et en fait on nous a fait un magnifique W avec un plus bas ici qui était bien effectivement plus haut, et l'intérieur donc ici qui a été cassé, et donc on a eu ce beau W au moment de la cassure, avec la publication, le fameux tweet de Trump qui a annoncé le report des droits de douane, une application de 10% de droits de douane, un report de 90 jours, sauf pour la Chine. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait eu? Et ce qui est reproché à Trump, on a eu quand même un effet de pousser déjà avant la publication. Pourquoi? Parce que tout simplement, Trump avait tweeté c'est le jour où il faut acheter. Donc, dès l'ouverture, on peut voir que le marché est parti plutôt à la hausse. Je vais vous mettre en 15 minutes. On va voir même que dès l'ouverture, donc en 15 minutes, il est parti déjà à la hausse, avant d'avoir ici, hop, 15h15, voilà, 15h30, il est parti directement à la hausse, revenant tester là, le plus haut de 17 600. On était déjà sur l'intérieur ici, et après on s'est maintenu en attendant la news, et dès qu'on a eu la news, pouf, ils ont complètement explosé, forcément gagnant 3000 points en 2000 points, pardon, en 4 minutes, 3-4 minutes. Bon, j'avais jamais vu ça, hein. C'était incroyable. C'était complètement incroyable. On est allé à plus de 10% en séance. C'est du jamais vu, encore plus quand ça arrive en 4-5 minutes comme ça sur une simple bougie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le marché, si vous voulez, après, déjà a lu la news de se dire que ok, mais la Chine n'était pas concernée, donc la Chine n'étant pas concernée, le marché a quand même plus ou moins rendu une partie des gains, hein, ce qui est logique, puisque quand même le Nasdaq est directement lié au marché chinois, et aussi a démarré une guerre un petit peu entre Donald Trump et la Chine. Donc, on ne va pas trop s'étaler sur le comportement de Donald Trump, qui est honnêtement assez imbuvable dans sa communication, parce que sa communication est faite justement pour ses électeurs, et très justement, il a besoin d'avoir cette image, de parler un peu hors code, hors cadre politique, hein, quand il dit il nous appelle pour nous lécher le cul, c'est fait exprès au niveau communication, c'est fait exprès pour que les gens se sentent proches de lui, et dans la même façon de quelque part, il casse les codes. Il n'y a plus de rupture entre ce qu'est un politique, ce que peut être un président, et ce qu'est un simple citoyen, et ça lui donne une image de personne qui est comme le peuple. Hein, sauf que j'aimerais bien que beaucoup plus de monde du peuple soit aussi riche que Donald Trump, et malheureusement ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est là où il est très fort, c'est parce que les gens du coup s'identifient à lui comme s'il était
un des leurs, alors qu'il est à des années-lumière de ce que peuvent avoir de ce que peut avoir l'Américain moyen. Donc, c'est vraiment un outil de communication. Par contre, pourquoi il fait ça? Et c'est ça qui va nous intéresser, surtout, à mon sens, c'est plutôt de savoir donc que il y a une double stratégie de sa part. La première stratégie, c'est forcément en imposant ses droits de douane, il renverse, comme on l'avait vu la dernière fois, hein, il renverse un peu la table et change le cours de la vision économique du monde tel qu'on le connaît dans sa globalisation et mondialisation. On l'a vu la dernière fois, on a évoqué ce que ça changeait et quels étaient les enjeux. On le réévoquera de toute façon jeudi un peu plus en détail. Moi, ce que j'aimerais qu'on regarde surtout, on l'avait vu, on disait que le principal enjeu donc, pour Donald Trump, c'était de dire qu'il allait faire baisser les taux directeurs. Donc, même si on prenait le 10 ans américain, c'était de faire baisser ces bons du Trésor américain et de pouvoir, vous voyez, ce qu'on pouvait lui donner jusqu'à ce moment-là, c'était de se dire que justement sur les dernières publications, plus, on va le mettre en daily, plus on s'approchait d'avril, de la date, et plus en mars, avril, ouais, et plus le taux baissait. Pourquoi le taux baissait? Parce que tout simplement, on avait compris que du coup, il y avait un peu une rotation sectorielle de la part des investisseurs qui se disaient ici qu'il valait mieux, plutôt que de prendre le risque d'investir en bourse, il valait mieux peut-être prêter à l'État américain. Et donc, forcément, plus il y a de demande pour la même offre, et plus le prix descend, tout simplement. Okay. Maintenant, par contre, ce qui va se passer et qui va nous intéresser, ça va être cette phase-là. Vous voyez qu'on a eu deux phases, en fait. Une qui s'est arrêtée le 6 avril, hein, donc qui s'est arrêtée au moment où le marché est complètement descendu. Le 6 avril, regardez, pour vous remettre dans le contexte, le 6 avril, c'est là. Hein. Le 6 avril, c'est juste ici, le lundi à l'ouverture. Vous voyez là, le lundi à l'ouverture, on est le 7. Donc le marché dégringole. Et ici, le marché, si on va sur le graphe inverse, le marché, lui, repart à la hausse au niveau des taux. Donc là, on peut se demander un peu pourquoi. Regardez, ici, le 7, on avait déjà une remontée à 2h du matin, 7h du matin, et là, on a un pic à 17h, 22h, qui nous fait repasser au-dessus des 4% pour finir. Le plus on s'approchait de la date du 9 avril, et plus les taux montaient. D'accord ? Alors pourquoi ? C'est tout simplement, à mon sens, parce qu'il y a quelqu'un qui veut lutter contre ces droits de douane. Et on comprend que, vous voyez, là, quand les droits de douane, quand le marché, par contre, a fait un retournement et que Trump a annoncé, vous voyez ici, regardez, 14h, hein, 19h, regardez, 14h, 19h. Donc là, ça veut dire que on a 14h, on est à 1,46, 1,47, vous voyez, en point haut. Donc on est à peu près en moyenne à 4,45, pardon. Et que 19h, le moment où Trump tweet, on passe directement, donc plutôt en low à 4,30 et on ferme à 4,32, on a gagné 0,10, et que à minuit, on est déjà plutôt, on ferme à 4,28, on est sous les 4,30. Donc pourquoi ce renversement ? C'est tout simplement parce que ici, là, les investisseurs ont compris que, donc forcément, les droits de douane ne s'appliquent pas, mais comme on disait, la Chine, elle, reste ciblée par les droits de douane. Donc là, la hausse, comment on peut interpréter ? Si on se dit qu'une fois que les droits de douane ne rentrent pas en application, le marché des bons du Trésor rebaisse, puis après remonte, et qu'avant son application, le marché monte, hein, certains disent Trump a cédé face au marché. Pourquoi ? Parce que justement, on a eu ce retournement du taux, alors que jusqu'à maintenant, c'était en sa faveur d'avoir les taux qui baissent, et un marché qui lui aussi baissait.
et qu'il aurait cédé face au marché pour dire que les taux arrêtent de remonter et que le marché remonte. Moi, je ne le vois pas vraiment comme ça. Ce que je lis dans cette hausse aussi forte de la part du marché américain, de la part des bons du Trésor américain, et parce que aussi on le voit, notamment si on regarde sur le 30 ans, on va voir un peu le même schéma. Hein, vous voyez, regardez, on revoit exactement le même schéma, même sur le 30 ans, hein, et aux mêmes horaires exactement. Hein, si on prend les heures, on va voir que c'est exactement les mêmes, 14h, bim, 19h, minuit, et le 7 ici, ça a commencé à se redresser. Ce qu'on peut y voir, à mon sens, c'est un changement de détenteur de la dette. Et c'est là où Trump, il a une pression forte sur les épaules. C'est-à-dire que, je vous explique un petit peu ce que j'entends par ce propos-là, c'est que le seul moyen de pression que peuvent avoir l'ensemble du monde face à Donald Trump dans sa prise de décision de mise en place de droits de douane, ça va être justement cette, entre guillemets, manipulation du taux de la dette américaine. Et donc, les investisseurs américains, certes, peuvent se sortir du marché action, du marché equity, du marché action américain pour partir sur le marché plutôt des obligations d'État. Mais il n'y a pas que les Américains qui peuvent le faire. Et par contre, on sait qu'un des plus gros détenteurs de la dette américaine, le deuxième plus gros derrière le Japon, c'est la Chine. Et donc, quand le Japon, lui, est dans une situation où il fait face à une inflation qui revient, et donc il est obligé de remonter ses taux, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis souvenez-vous, hein, l'été dernier, ce qui s'était passé au mois d'août avec certains qui empruntaient de l'argent japonais pour le rechanger en dollars et pouvoir acheter des actions américaines avec, parce que les cours du marché action, les cours du marché, les taux d'emprunt du marché japonais étaient en dessous de 0 ou à 0. Là, donc, on a eu ce problème au mois d'août avec une inflation qui arrivait au Japon, la Banque du Japon qui était obligée de remonter ses taux, et donc du coup, c'était plus du tout intéressant pour les Américains d'avoir ce taux de change de la monnaie japonaise en dollars, parce que finalement, il fallait que le cours de l'action américaine couvre en plus le taux maintenant d'emprunt de la valeur japonaise, d'accord. Donc, ce qui s'était passé, c'était une grosse sortie d'actions américaines, faisant complètement dégueuler le marché, pour pouvoir rechanger ces dollars en yens et pouvoir arrêter ces crédits gratuits qui avaient été fournis par le Japon. Donc, les détenteurs japonais, le Japon qui lui détient de la dette américaine, le Japon, je parle en institution, en tant qu'institution qui détient de la dette japonaise, forcément faisant face à une crise de liquidité, si on peut dire, puisqu'un besoin de remonter ses taux, ça veut dire qu'il y a moins de liquidité sur le marché qui va être mis en place. Et donc, si c'est plus dur de fabriquer de l'argent, c'est peut-être pas le moment pour eux d'aller prêter cet argent-là à un autre État en s'endettant auprès de cet État-là pour lui avancer des billets, puisque de toute façon, eux-mêmes vont avoir besoin de ces billets, si vous voulez, sur leur économie, pour vous faire simple dans le schéma. Donc, ce qui se passe, c'est que le premier acteur de la dette américaine, le Japon, fait face à une situation monétaire où il n'est plus forcément dans un appel dans une provision d'endettement, mais plus dans un appel de marge à vouloir peut-être éventuellement sortir re-rentrer cette liquidité de dette pour pouvoir la réinjecter dans sa propre économie. Et on a le second acteur de la dette américaine, qui est la Chine, qui, elle, se retrouve attaquée pleinement de plein front par Trump.
allant, donc comme on disait, souvenez-vous, le problème de la Fed, c'était de dire si on a un plus 30%, même si c'était plus 30%, une seule fois sur le marché par Trump, en droit de douane, c'était absorbable. Pourquoi? Parce qu'on aurait un mois où d'un seul coup, l'inflation monterait en flèche, d'accord, mais après, le mois d'après, elle reviendrait sur son seuil, puisque on est toujours comparé en comparable à la fois d'avant, à la fois précédente, si, voire même donc du coup baissière, puisque donc si on a une inflation qui est ici à 3%, on prend le plus 30, on revient à 3%, donc on a bien une baisse de l'inflation par rapport à la fois d'avant où on était monté avec les plus 30%. Donc ça, c'est ce qui ne faisait pas peur à la Fed. Par contre, ce qui faisait peur à la Fed, c'est si c'était l'escalade. Je te mets plus 20, tu me mets plus 20 ou plus 25, donc je te mets plus 25, tu me mets plus 25, je te mets plus 40, etc., etc. Et on voit que Trump, lui, il est quand même parti dans des délires, hein, parce que autant il était parti sur la Chine en lui mettant un tarif qui était déjà plus élevé que les autres, hein, clairement, mais qui revenait à finir, en gros, pour faire simple, sur du plus 125%. Donc, on est parti avec la Chine à plus 30%, qui était plus élevé que le reste du monde, pour finir, en gros, par plusieurs étapes, à plus 125% sur les produits chinois. Qu'a fait la Chine en retour? La Chine, ben pareil, elle l'a taxé. Elle a dit ben, on taxera les produits américains, pas à la même hauteur, certes, mais on taxera les produits américains. Et surtout, ça, la Chine a fait ça, à mon avis, c'est-à-dire que la Chine s'est délestée de la dette américaine. Et donc, en se délestant de la dette américaine, elle a fait remonter les cours du taux de la dette américaine. D'accord? Donc, comment et pourquoi? Parce que sur le marché des taux, c'est tout l'inverse des actions. C'est-à-dire que ici, quand le taux diminue, c'est parce que il y a une émission de dette, et souvenez-vous, ce que je vous avais dit, c'est que dans cette émission de dette, plus il va y avoir de personnes qui a envie de prêter à l'État américain, et plus le taux va baisser, puisque plus il y a forcément, ça c'est si on a une base de 1000 personnes, j'ai plus de chances de convaincre quelqu'un de me prêter à un taux bas dans la négociation que si j'ai qu'un seul interlocuteur. Parce que s'il n'est pas d'accord, la discussion s'arrête. Alors que s'il y en a 1000, j'ai plus de chances de pouvoir trouver des arguments et discuter avec eux. Si mon principal acheteur de dette, qui est le Japon, n'est plus dans une phase où il peut renforcer sa position d'achat de dette, si le second est dans une phase où je l'attaque et donc voudrait se délester de la dette en compensation en me disant c'est très bien. Si je me fais attaquer, pourquoi moi je vais aller financer l'économie américaine pour la dynamiser, puisque de toute façon, elle me tacle en retour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me délester de la dette américaine et je vais proposer sur le marché de la dette américaine. Donc, ce qui va se passer, c'est que s'il y a 1000 personnes qui veulent lui prêter, moi, chaque fois que quelqu'un veut lui prêter, je serai là pour répondre et dire que je veux bien prêter au taux demandé. Donc, plus il va y avoir d'offres sur le marché, plus le taux va monter, puisque de toute façon, l'exigence pour satisfaire la personne demandeuse à qui prêter l'argent va monter. D'accord? Ça semble assez... J'espère que c'est quelque chose que vous comprenez dans la notion, parce que ce n'est pas mécaniquement comme les actions, où les actions, plus il va y avoir de demandes par rapport à la même offre, plus en fait on va avoir l'action qui va monter. Là, en fait, à l'inverse, ce qui se passe, c'est que l'offre, ce n'est pas l'action, l'offre, c'est le prêteur. Donc, plus il va y avoir de prêteurs, plus le prix, forcément, du coup, la demande, c'est le prêteur. Donc, plus il va y avoir de prêteurs, plus le prix va monter, puisque pour la même dette, il va y avoir de plus en plus de monde, de moins en moins de monde, qui peut le prêter. Et il va y avoir de plus en plus d'offres de la part de la Chine. Donc, en fait, il y a ce qu'on peut appeler un délestement, si vous voulez, de la Chine sur les obligations américaines. Ce qui fait que
vous avez le taux qui lui remonte, et ça met une pression sur les épaules de Trump, parce que on l'a vu, s'il mettait en place ça, c'était pour permettre que la dette américaine baisse, et donc permettre de pouvoir payer sa dette américaine le plus rapidement possible, se sortir de cette dette américaine, et le plus rapidement possible aller vers la pression des 3% et pouvoir derrière donner l'occasion à la Fed de baisser ses taux, puisque si l'État, comme l'avait dit très justement Powell, que les taux avaient été élevés aussi pour l'inflation, mais aussi pour l'endettement du pays, pour ralentir l'endettement de ce pays, du coup, le fait que les taux d'endettement baissent, ça pouvait guider la Fed vers une baisse de taux, puisqu'ils pouvaient relâcher du lest dans l'endettement et redonner plus de pouvoir d'endettement aux familles américaines. Donc là, ce que l'on peut observer, c'est qu'on a eu, si vous voulez, une remontée de la part des taux qui s'est faite notamment par rapport pour moi, du moins, par rapport à cette information qui était de se dire que la Chine restait sanctionnée, allait être sanctionnée par les droits de douane, allait être sanctionnée par les droits de douane comme le pays qui est le plus sanctionné. Ça a fait craquer Trump. Le moment où Trump craque, on a de nouveau une baisse parce qu'on a de nouveau un manque de personnes, en fait, on a de nouveau plus de monde qui veut venir, qui se réfugie dans les taux. Et après, on a encore une lecture de la part de la Chine sur le fait qu'eux allaient être plus sanctionnés que les autres. Et on a de nouveau un taux qui repart à la hausse. D'accord ? Donc là, on est vraiment pleinement, pour moi, dans une attaque, dans une réponse, dans une riposte de la Chine sur l'attaque de Trump sur les droits de douane, et c'est la meilleure réponse que peut apporter la Chine face à cette pression sur les droits de douane, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'autres solutions. C'est-à-dire que, pour être clair, si Trump, comme on disait, a pris la balance des biens pour fixer ses taux de droits de douane, c'est parce qu'il sait que s'il inclut les services, on l'avait vu, nous, ce qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours, c'est les services américains. C'est pas le bien américain qui est le plus utilisé, c'est le service. C'est YouTube, c'est Google, c'est Facebook, c'est Microsoft, c'est le service américain, plus que le produit. Donc, en prenant en compte que les produits et pas les services, forcément, la balance commerciale, elle ne peut être que encore plus en sa défaveur. Dès qu'il va inclure les services dedans, forcément, il va rééquilibrer la balance commerciale. Donc lui, son intérêt, c'était de prendre ça. Ce qui se passe, c'est que la Chine, elle, pourquoi il fait ça ? C'est parce que la Chine, elle, ne peut pas trop attaquer ces services-là, parce que tout simplement, c'est pas les Chinois ne sont pas dans l'économie de services américaine. C'est-à-dire que Facebook n'existe pas, WhatsApp n'existe pas. Eux, ils ont développé en interne que des produits, des services à eux, avec WeChat, avec leurs réseaux sociaux à eux, avec donc toute cette économie de services avec leur moteur de recherche et pas Google. Il te faut un VPN pour aller sur Netflix. Enfin voilà. Donc du coup, eux, ils ont pu lutter quelque part contre ce côté de diffusion des services dans l'économie chinoise de la part des Américains. Et quel est du coup le principal impact par contre nous, c'est que si demain nous, Européens, on venait à sanctionner en retour, au lieu de l'économie de services, on venait à sanctionner en retour, au lieu de sanctionner l'économie de produits, on venait en retour à sanctionner l'économie de services, comme l'a laissé sous-entendre notre cher président, on devrait se poser la question, parce que déjà, ça veut dire que pour nous tous, tout serait bien plus cher,
Donc imaginez devoir payer 30% plus cher votre abonnement Netflix, hein, ça vous ferait quand même 3 € de plus mensuel, ne serait-ce que sur Netflix. Si vous veniez à devoir payer des services, hein, comme éventuellement si on venait à taxer Facebook ou WhatsApp de manière 30% plus élevée, peut-être ils finiraient par être payants, peut-être leur modèle économique changerait. Est-ce qu'on est prêt à s'en passer? Et surtout, quel en serait l'impact? Parce que si moi, vous voyez, des sociétés qui ont OneDrive ou Google Drive pour le partage des données, si ça prend 30%, ça fait mal. Toutes les licences de Word, Excel, etc., si elles prennent 30%, comment on fait? Et surtout, qu'est-ce que nous, on propose en retour? Est-ce que nous, Européens, on est capable de dire, OK, vous faites le choix de passer américain, vous payez plus cher, mais si vous voulez, nous, en interne, en Europe, on est capable de vous proposer le même service. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et dans quelles circonstances on pourrait le développer? C'est ça la véritable question. Les Chinois, eux, c'est déjà le cas. Donc, ils peuvent se permettre de rétorquer et d'aller vite dans leur réponse parce qu'ils sont capables de se dire, OK, nous, on assume. Nous, ce n'est pas un problème. On sait faire, en fait, tout simplement. Donc, à aujourd'hui, là, les marchés vont ouvrir en très forte hausse. On va faire ce point. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu la news, mais d'ailleurs, du coup, Trump a annoncé ce week-end que finalement, les droits de douane ne s'appliqueraient pas aux produits électroniques et notamment téléphoniques. Donc, il sauve un petit peu la face d'Apple sur le marché. Et donc, je pense qu'Apple va bondir sur les marchés. Microsoft devrait aussi bondir puisque c'est de l'électronique. Google devrait bondir. Amazon devrait s'en servir, même si forcément, il y a, vous voyez, vous connaissez tous AliExpress ou Alibaba, Temu, etc., toutes ces chaînes-là qui représentent un peu la concurrence d'Amazon, la concurrence chinoise, on les connaît tous. Donc, on voit bien que la Chine est plus structurée pour faire face à ces sanctions, mais que ça va apporter donc du coup un gros bond, je pense, au Nasdaq, une grosse bouffée d'oxygène au Nasdaq, si les sanctions ne s'appliquent pas sur les produits électroniques et donc les produits, si on peut dire, nouvelles technologies, puisque électronique et smartphone, c'est un petit peu le b.a.-ba, donc Nvidia aussi. Ce qui fait qu'on peut s'attendre à un bond plus 2 minimum, à mon avis, plus 2, voire plus. Moi, je vois bien le Nasdaq ouvrir au minimum là, à minuit à 19 250, voire, si vraiment il s'emballe, 19 400. Il peut, vous voyez, 400 ici, il peut être sur un second passage, venir le toucher. Et puis demain, en ouverture, on peut remonter vers les 19 800 là, très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, ce qu'ils viennent nous annoncer, c'est qu'il n'y avait plus de droit de douane, quoi. Parce que quelque part, quand il dit ça ne s'applique pas aux services électroniques et au téléphone et que ça ne s'applique pas, qu'il n'y a que 10% pour le reste du monde, en gros, les entreprises qui sont sanctionnées, c'est par exemple on va dire, de la vente de véhicules, de la vente de voitures américaines. Bon, je peux vous dire que les voitures américaines qui se vendent sur le sol chinois, c'est plutôt soit du produit très luxueux, soit c'est pas des voitures chinoises, c'est pas des voitures américaines, c'est des voitures chinoises, quoi. Ils savent faire. Donc ils vont pas aller acheter. S'ils veulent acheter, oui, un beau Hummer, un 4x4 Hummer ou un Hummer limousine, mais bon, le mec qui a le Hummer limousine, il peut payer, il payera la taxe parce qu'il le fait pour avoir la voiture bling bling, il le fait pas pour le besoin. Donc, à part ça, je vois pas trop qu'est-ce qui va être taxé, sachant que, Jérôme, tu dis le jouet, le jouet, il n'est pas fabriqué en Amérique. Donc, le produit fabriqué en Chine, délivré en Chine, comment on fait? Est-ce qu'il est taxé? C'est des droits de douane dont on parle. Donc, voilà, le jouet, oui, le jouet fabriqué en Chine, envoyé aux États-Unis, serait sanctionné
ça ne va pas tenir bien longtemps l'affaire. Hein. Ça ne va pas tenir bien longtemps, sachant que voilà, ce serait du coup des produits non nécessiteux et donc ce ne sera pas le gros enjeu. Par contre, qu'est-ce qui peut se passer en dehors donc du ralentissement économique, parce qu'on ne peut pas dire que l'industrie du jouet peut, par exemple, produire un ralentissement économique américain. Hein. Par contre, en dehors du ralentissement économique, de quoi on doit parler? On doit se poser le quid de la question du ralentissement de la monnaie, de la devise américaine. Hein. Et là, si on regarde, la devise américaine, elle a beaucoup bougé depuis l'annonce de la fin de ces droits de douane. Regardez, finalement, il faudrait que j'arrive à vue d'ensemble, si on regarde depuis que Trump fait des siennes avec les droits de douane, regardez, 28 février, on est à 1,03. Depuis, on est en constante évolution. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que Trump chercherait la dévaluation de cette monnaie? Tout simplement parce que s'il veut réussir son coup, son pari de pouvoir réindustrialiser le pays, il faut que la production de ces produits lui coûte moins cher. Et donc, ça veut dire que la main-d'œuvre doit coûter moins cher et que surtout l'exportation derrière doit être avantageuse pour les pays qui vont acheter américains. Donc, si on a des produits qui reviennent se fabriquer aux États-Unis et que derrière ils se redistribuent dans le monde, si on a une dévaluation assez forte du dollar, hein, puisque Trump dit que le dollar avait été plutôt attaqué ces dernières années. Alors, c'est pas qu'il avait été attaqué, à mon sens du moins, c'est pas qu'il avait vraiment été attaqué, c'est plutôt, regardez, c'est plutôt que tout simplement le dollar, c'était depuis, c'était le Covid, il avait été mis sur le marché de manière assez forte, forcément par l'administration Biden, pour pouvoir, face à l'inflation, donc face à la crise Covid, pardon, générer un maximum de, vous voyez ici, générer les phases où on a un creux, regardez ici, de la valeur du dollar, c'est tout le temps des phases plutôt de crise, d'accord? Là, quand on a eu en 2008, on est sur un seuil fort, hein, on a un dollar très fort, puis boum, on a la crise de 2008, on a un dollar qui déprécie énormément. Après, on revient ici, 2013-2014, crise de la dette, notamment en Europe, boum, on a un seuil qui se fait attaquer. Et bon, depuis, on tourne normalement vers là. Et là, depuis le Covid, le dollar était bien remonté, période de Covid. Pourquoi? Parce que valeur refuge. Et puis d'un seul coup, l'hélicoptère, le fameux hélicoptère monnaie, on distribue de l'argent un peu à tout le monde a de l'argent pour tout et n'importe quoi. Et donc forcément, il y a une grosse dévaluation de la part du dollar. On est passé même sous la parité euro-dollar en 2022 parce que tout simplement, la Fed renforçait son dollar en augmentant les taux et face à ça, par contre, la BCE, elle, la Banque Centrale Européenne, ne pouvait pas suivre le rythme dans la hausse des taux parce qu'elle avait moins d'inflation et parce qu'elle avait moins de surface aussi de manœuvre et moins de croissance. Donc, du coup, elle ne pouvait pas monter aussi fortement ses taux, ce qui fait qu'il y avait plus d'euros en circulation que de dollars. Et donc, on était dans une réduction du bilan de la part de la Fed plus intense que de la BCE. Et donc, forcément, on est même passé sous la parité. Mais là, en fait, ce qu'il nous dit Trump, c'est qu'il va dévaloriser le dollar, c'est-à-dire que forcément, puisque on a moins la Chine qui potentiellement se déleste de cette dette, on va avoir plus de mal on va avoir des taux plus importants, et donc si les taux sont plus élevés, forcément on renforce encore le dollar, mais par contre les autres, eux, continuent d'avoir un taux plus bas,
hein, et donc forcément, ça tire le dollar à la dépréciation et on a un euro qui se retrouve du coup de plus en plus fort face au dollar et qui gagne de plus en plus de pips et qui pourrait très rapidement revenir vers les 1,20 ici que l'on avait assez, qui a été un point médian pendant des années. À voir après, quid de savoir si on a un emballement et on arrive à remonter sur des seuils importants. Je pense que lui, Trump, aimerait qu'on revienne justement sur ces 1,50 là, 1,40, 1,50, qui lui semble être, selon lui, un seuil où l'Amérique ne se fait pas, comme il dit, arnaquer de par sa position de dollar de monnaie référence dans le monde. Alors, quand il dit ça, on parle de monnaie référence dans le monde, forcément, plus de personnes va chercher à échanger en dollars, plus de monde va chercher à avoir du dollar, plus le dollar va se déprécier. Mais ça, c'est normal. Quand on veut être la monnaie référente dans le monde, forcément, du coup, tout le monde entier doit avoir en banque, doit avoir en stock du dollar pour pouvoir commercer avec les autres. Et donc, forcément, il y a beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à acheter du dollar que de dollars en circulation. Donc, forcément, on va à un moment donné, pour pouvoir répondre à cette demande, devoir dévaluer le dollar. Maintenant, si lui ne prête plus, ne fabrique plus, ralentit son économie, et donc avec la même demande au niveau du monde, forcément, là, on va avoir un pump de la part du dollar, une dévaluation de la part du dollar sur la valeur euro-dollar notamment. Et quid de savoir un petit peu qui va devenir un peu, si on peut dire, le rival du dollar sur le monde économique, si tant est qu'il y en ait, que ce soit vraiment l'enjeu pour les autres pays, parce qu'on peut rester aussi avec un dollar qui reste la monnaie référence et qui soit juste un dollar dévalué. Et ça ferait bien les affaires de Trump si c'était, si ça reste comme ça, ce que forcément, quand même, je pense, les pays européens ne sont pas vraiment enclins à changer parce que on se rend compte que géopolitiquement, tout ça arrive dans un moment où, comme on disait la dernière fois, nous ne pouvons pas vraiment nous permettre d'aller converser avec, notamment avec les Russes, donc pas pour la monnaie, parce que la monnaie russe n'a jamais pesé dans l'économie mondiale, mais surtout avec Xi Jinping, qui est quand même le principal allié de Vladimir Poutine et qui se retrouverait dans une situation un peu délicate s'il devait expliquer notamment à Poutine et à d'autres pays du Golfe qu'ils viennent se placer comme monnaie un peu plus référente pour compenser le dollar face à l'euro et donc se permettre de discuter avec nous des potentiels accords économiques et commerciaux, surtout quand on vient, il y a quelques mois encore, sortir des taxes supplémentaires sur les voitures électriques chinoises, notamment pour protéger notre marché de voitures, qui est un des marchés les plus importants pour l'Europe dans sa façon de pouvoir commercer avec le monde. Voilà. Donc forcément, là, les enjeux sont assez puissants à venir, et donc, à mon sens, dans ce qui a fait bouger les lignes au niveau de Trump, moi, personnellement, je le vois plus à ce niveau-là. On voit bien qu'il y a eu un cumul entre le retournement du dollar, hein, si on prend 5 heures là, si on prend une semaine, vous voyez, sur la semaine, plus on s'est approché, donc là, l'ouverture, on va même mettre 1 heure. Voilà, on était là vers le 7 août, on voit bien que le 7 avril, pardon, le 7 août, n'importe quoi. Le 7 avril, on voit bien qu'on a eu une poussée. 9 avril, plus on se rapprochait du 9 avril, plus on montait. Hein. 9 avril, au moment de l'ouverture, boum, on a plutôt un euro-dollar qui descend. Hein. Et puis d'un seul coup, bam, quand on a eu les news, et notamment la news que les droits de douane a été de 10%, mais qui continuent à s'appliquer sur la Chine, on voit bien que là, il y a eu une poussée, en fait, finalement, dans la dévaluation du dollar face à tout ça. Et ça, c'était sur les mêmes timings que cette dette américaine qui, elle, progresse aussi vers le haut. Donc,
on ressent bien assez clairement que c'était pour moi, la façon de la Chine de riposter aux sanctions économiques plus que les droits de douane, en fait, plus que les droits de douane qu'ils sont capables de mettre en place, c'est surtout cette attaque sur la politique monétaire. Et donc, c'est pour ça que la vision de Powell en face va être très importante, parce que si Powell arrive à nous expliquer qu'il va y avoir des baisses de taux, il va pouvoir soutenir le dollar et le ramener un petit peu à la baisse, ramener aussi les taux du bon du trésor à la baisse. Si maintenant il nous dit qu'il est encore obligé d'attendre et qu'il n'a pas de résultat, pour l'instant il veut voir quelles seront réellement les choses mises en place, je pense bien que d'ici 90 jours, puisque c'est le délai donné par Donald Trump, et que sur ce moment-là, on aura quand même encore des seuils, des décisions qui seront prises et qui iront galopantes dans le conflit chinois-américain. Je pense bien qu'au minimum, on reviendrait ici sur ce sommet-là, et ce sommet-là, au minimum, je ne vois pas comment on ne peut pas revenir ici, d'ici les 90 jours, voire même sur ce seuil-là, parce que je ne pense pas que Xi Jinping soit prêt à vraiment venir dialoguer avec Trump, bien qu'il l'espère profondément. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Et donc, voilà. Donc, quid un petit peu du Trump qui attend l'appel de Xi Jinping. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, personnellement. Merci. Merci d'avoir répondu. C'est OK. J'ai cru que j'avais plus Internet. Moi, j'ai une question autre que ça. Ouais. Je peux? Ouais, bien sûr, dis-moi. Comment tu calcules le point pivot? Oula, d'accord. Reste sur le graphique. Rien à voir, pardon, quoi. oui. Non, mais c'est pas grave. Est-ce que, en lien déjà, avant de passer à ça, on a alors bon, les points pivots, si tu veux, c'est une formule mathématique principalement qui est donnée. Elle va dépendre forcément du délai que tu as mis entre Alors regardez, je vous mets un petit mème qui tourne sur les réseaux qui va vous faire un peu rire. Où justement on voit Trump qui est là, qui essaye d'attendre, qui attend profondément l'appel de Xi Jinping dans sa chambre de petite fille là, c'est pas mal. Donc du coup, comment on calcule le point pivot? C'est une formule mathématique. Alors tu peux la voir là, je peux te la montrer, mais bon, pas trop parce que d'intérêt je t'entends forcément. souvent dans les trades dire là je me mets là parce que c'est un point pivot. Et du coup, je sais pas du tout. Alors nous, tu l'as. Le point pivot, donc il est basé sur le prix et sur la moyenne de prix sur un certain nombre de jours. D'accord. Si par exemple tu prends ici, tu vois, il y a un pivot journalier. Donc le pivot journalier, il change tout le temps. Donc c'est le plus haut. Écrit. Ouais, il est écrit sur notre graphique Ninja aussi. Il est écrit. Et là, donc tu vois, c'est le plus haut et le plus bas, plus le prix de la clôture divisé par 3. Donc c'est la formule du point pivot. Et si tu prends la semaine, tu vas avoir le support journalier, etc. Tout ça, ça va être basé, mais selon une période de temps de plus en plus longue, en fait, tout simplement. Et du coup, il est important, c'est selon ce point pivot il est important. que tu te places. Moi, je m'en sers. Après, forcément, par exemple, le point de pivot journalier et le point de pivot semaine, tu vois, si tu regardes, par exemple, on va voir le point de pivot mensuel ici. Tu vois, le point de pivot mensuel ici, regarde, si on le prend ici, hop, il va arriver pile, tu vois, à l'endroit où le 2 avril, c'était le plus haut. Donc, c'était le début du mois, c'était l'endroit où nous, on a buté avant de pouvoir descendre. Voilà. Donc là, si on revient sur le point de pivot mensuel, tu peux être sûr qu'ils vont avoir du mal à le casser, par exemple. Voilà. Ok. Donc, il va y avoir ces zones-là. Et pareil, quand c'est descendu, c'était... Alors du coup, comment ils l'ont calculé? Parce que c'est un prix moyen. Et si on regarde ici, comme c'est une moyenne de prix, on voit bien que sur cette période-là, il a servi plusieurs fois. Tu vois, une fois, il a servi après de blocage à la montée, de blocage à la descente. Et donc, en gros, ils te disent que ce prix-là,
sur la moyenne du mois, il a été atteint et ça a été un point un petit peu pivot pour le marché. Autour de ce point-là, soit il était haussier, soit il était baissier, quoi. En gros, c'est un peu le signal qu'il te donne. Voilà. Ok, du coup, c'est pour ça que des fois, tu te mets à 5 points de ce point pivot. Exactement, parce que si tu veux, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, imaginons, là, on baisse depuis le début du mois d'avril. On est d'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a quelqu'un qui est rentré à la vente sur ce point-là. Et le marché a baissé. Là, si on revient sur ce point-là, qu'est-ce qu'il va faire, le mec? Soit, lui, il va pas vouloir que la zone se retrouve perdante, puisqu'elle était gagnante depuis le début du mois. Et donc, il va se dire, attends, moi, j'avais ça en main quelque part, je ne peux pas accepter que le cours repasse au-dessus. Donc, il va être tenté de remettre une pièce dans la machine en se disant que on reste sur une pression baissière, comme ça. Regarde, si on fait ça, on resterait tout de même ici sur une pression baissière, comme ça, si on revenait taper. Et donc, il peut se dire, pour lui, c'est le bon moment peut-être pour re-rentrer sur un double top, en fait, pour pouvoir faire un double top qui ferait un point haut, un point bas, un point haut et un point bas, comme ça, qui dessinerait un M avec un potentiel d'aller chercher encore un plus bas, tu vois, plus bas que le précédent. Et il se dirait, c'est mon point d'entrée le meilleur. C'est pour ça aussi souvent que ce qui se passe, c'est que quand on le casse à la hausse, c'est pour ça que les gens peuvent shorter cet endroit-là, c'est que quand on va le casser à la hausse, on va revenir s'appuyer dessus. Là, par exemple, on le voit, on cherchait à le casser une fois, deux fois, hop, 3 fois on l'a cassé et on est revenu s'appuyer dessus. Tu vois, avant, après de dégueuler. Mais au moment où on l'a touché ici, pourtant, ce n'était pas le même mois, hein, mais ça te donne une idée. Ici, regarde, il est là, le point pivot mensuel. Au moment, regarde ici, c'est assez précis. Au moment où on l'a touché, bam, tu vois. Ouais. Voilà, c'est très précis. Hein. Donc, c'est intéressant pour nous de se dire que plus on va se rapprocher de ce point de pivot mensuel, moins il va falloir être à l'achat, parce que qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça. C'est cette bougie-là, tac, tac, tac. Là, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures qu'on monte, puisque là, c'est des bougies 1 heure. Ça fait 4 heures qu'on monte non-stop. Dès qu'on le touche, boum, on se met à reculer. Si toi, tu rentres proche de ce point de pivot, d'un seul coup, tu te prends le retour du marché pour qu'après, le marché, il te redépasse. Tu vois? Ouais. Finalement, c'est tout simplement parce qu'on est rentré trop proche du point haut. Ok. Et là, c'est ce qu'on identifie à la hausse comme à la baisse. Comme quand on se dit, le vendredi, nous, on se dit, bah, tiens, le target du lundi, ça peut être, je ne sais plus, on avait dit quoi? On avait dit 16 400, hein, non? Ouais, 16 400. Ouais. 16 400. Là, on voit bien qu'il fait quoi? Il descend, il descend, il descend. Il arrive, il fait 460 et boum, il se retourne. Si plus tu vas te rapprocher de 400, du coup, plus tu vas te dire, c'est pas le moment d'y aller. Si tu n'as pas identifié ça, tu ne comprends pas pourquoi il se retourne, tu as espoir, tu te dis, ah non, c'est bon, il va revenir, il revient, tu ne sors pas, et boum, tu te prends tout ça dans les fesses. Parce que c'est une zone de rebond. C'est la zone qui va arrêter la baisse. Nous, en fait, on essaye d'identifier ces idées-là. Sur quelle zone la baisse peut s'arrêter et sur quelle zone la hausse peut s'arrêter. Là, on voit bien, regarde, le point de pivot semaine ici. Tu vois bien qu'il a servi 2 fois. Vois, ouais. Tu vois, il a servi ici. Et il a servi ici, de manière assez précise. Hein. Tu vois, celui qui est rentré là et qui ne comprend pas pourquoi le marché se retourne, il se dit c'est injuste. Mais... Du coup, il faut les identifier, ces points pivots, tout le temps. Ouais, ils sont sur ton graphique. Ouais, mais j'ai pas fait attention, tu vois. Ils sont jaunes. C'est les traits jaunes que tu as sur Ninja. Attends, Henri me dit qu'on les a pas. Mais... Si, tu les as. Les traits jaunes, il t'es paramétré le graphe. Donc, bon, je regarderai demain. Ouais. Parce que demain, il n'est pas là, c'est moi. J'ai peur. C'est obligé. Bon, après, de toute façon, je le dis, mais c'est obligé, puisque c'est moi qui t'ai paramétré le graphe, c'est obligé que tu les aies. Ok. Donc d'ailleurs, alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc, forcément, avec cette annonce durant le week-end que les produits électroniques ne seront pas touchés, ça va bumper le marché. Hein. À mon avis, au minimum, on pourrait aller chercher
19 250. Pourquoi 250? Parce que vous voyez que déjà le pouvoir du chiffre, vous voyez que c'est à peu près la zone ici qui nous avait un peu bloqué, qui était la R1J et R1S de la semaine dernière. Et là, la nouvelle R2J serait plutôt vers 400. Et donc, au moment de l'ouverture, moi, je pense qu'on peut être directement à 250. Et après, tranquillement, aller chercher 19 400 dans la nuit, qui est le plus haut de la semaine dernière. Et quand on va le toucher, par contre, là, rendre un petit peu pour revenir sur 250 au moment peut-être de l'ouverture américaine. Si c'était le cas, ce sera un très bon trade. Et pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas rentrer trop tôt, quand je précise qu'il ne faut pas rentrer trop tôt, c'est sur n'importe quelle zone. Quand on vient, quand par exemple, si le marché là devait revenir à l'ouverture sur 19 250 pour le pouvoir du chiffre, moi je vais trouver que c'est une zone très intéressante à prendre. S'il revient pareillement plutôt vers cette zone-là, qui est plutôt vers les 19 000, c'est pareil, si jamais il devait vraiment rebaisser, vous voyez, avec le 18 976,75 en plus bas du mois précédent, forcément, ce sera très intéressant s'il revient sur cette zone au moment de l'ouverture, peu importe que ce soit 31, 32, 34 ou 35, c'est la zone sur laquelle il peut prendre appui et repartir toute la journée et ne pas la refaire de la journée. Donc, je vais pas m'en priver. Voilà, donc voilà pour ce que l'on peut espérer dès l'ouverture là lundi. Et après, le marché, à mon sens, il n'y a rien à se mettre sous la dent dans la semaine, sauf Powell mercredi. Donc clairement, il va devoir pricer cette news de la part de Trump. Hormis un autre tweet de Trump, on devrait plutôt partir sur une semaine haussière pour le Nasdaq, parce qu'il a plutôt eu en ce moment, là ce week-end, une bonne nouvelle de la part de Trump, qui a été en plus assez bien reçue par la Chine, puisque la Chine a dit qu'il prenait en compte et en considération comment dire, le recul, l'intention de Trump à ne pas se sanctionner, enfin à ne pas sanctionner ces produits-là, quoi. Donc du coup, il trouve que ça assez conciliant. Voilà. Mais il a utilisé un mot qui était assez fort, parce que il a utilisé un mot. Attendez, je vais vous le chercher. Il a dit que c'était un océan, et un océan, ça reste un océan. Non, mais il a dit que c'était un petit pas vers la reconnaissance, le fait que, en gros, Trump reconnaisse que c'était une bêtise, quoi. Ah, donc, bon, il appelle forcément à complètement annuler ses droits de douane, parce qu'il trouve que c'est pas la bonne manière. Mais c'était pas mal. Probably big break to take. Je vais pas retrouver le mot, mais le mot était bien choisi, parce que ça laissait quand même un peu, ça rabaissait un peu Trump, mais sans non plus l'offenser du trop. Voilà. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer d'autre. Je vois pas pourquoi il y aurait encore un renversement de situation, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, ça devrait calmer un petit peu le marché et permettre notamment donc au marché de remonter, au marché aussi des taux de peut-être se redétendre, et donc permettre à tout le monde d'y retrouver son confort. Et nous, finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça voudrait dire sur le marché? Ça voudrait dire qu'on a fait un peu tout ça pour rien, hein, parce que regardez, si on revient en fait, même à 19 600 points, là, 19 600 points, pourquoi pas? Vous voyez, vers la fin de semaine, on serait sur les seuils de septembre de l'année dernière, quoi. Au moment où la Fed avait décidé de baisser ses taux et où Trump n'était pas élu encore, même s'il était bien pressenti. Il y a un gros enjeu pour Trump à ce que ça se casse pas trop non plus les dents,
Et il y a un gros enjeu aussi pour lui à agir très vite. Et c'est pour ça qu'il bouscule un petit peu la façon d'agir et les codes. C'est que aux États-Unis, il y a des élections de mi-mandat. Il est très rare que le président remporte ces élections de mi-mandat. Je ne pense pas que c'est encore trop tôt pour pouvoir savoir si éventuellement Trump pouvait remporter les élections de mi-mandat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il veut pouvoir faire quoi que ce soit, il faut qu'il le fasse dans les premiers temps, parce que plus ça va se rapprocher, plus ça va être délicat, pour qu'on puisse en avoir aussi les résultats, les fruits de ces décisions. Et donc, quand il repousse à chaque fois, et là quand même, il repousse de 3 mois, donc il ne repousse pas de n'importe quoi, hein, il repousse jusqu'à un peu plus de la moitié de l'année, il va nous animer cet été, parce que forcément, s'il n'y a pas des décisions qui sont prises d'ici l'été, cet été, ça va swinguer assez fort. Ce sera un bel été de trading par rapport à d'habitude. Mais voilà, il faut qu'il fasse ça dans l'année, quoi. Il n'aura pas le choix. Si vraiment il veut appliquer le truc, il va falloir qu'il le fasse dans l'année. Donc voilà. Et c'est aussi pour ceux qui s'y intéressent et pour ceux qui voient dans la presse notamment l'or qui a pris énormément en valeur et qui monte beaucoup et qui a eu un moment de respiration, mais maintenant qui remonte pas mal. C'est lié aussi pour moi, à cette analyse-là des taux du trésor, parce que cet argent que la Chine sort du dollar, si le dollar n'est plus sa valeur refuge, si les obligations d'État américaines ne sont plus sa valeur refuge, en quoi elle convertit cet argent, à votre avis? Elle ne le convertit pas en bitcoin, par contre, ça je peux vous le dire. Donc elle convertit en or, forcément. Parce que si demain le dollar n'est plus la monnaie principale du monde, il faut bien que, si c'est pas forcément, j'y crois pas une seule seconde, mais si en tout cas les Chinois attaquent la monnaie américaine, forcément la valeur refuge, la meilleure, ça reste l'or. Parce que le change d'une devise se fait toujours par rapport avant tout à l'or. Donc c'est pour ça que l'or monte tant. Et c'est lié à ça, pour moi, du moins. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Et tous ceux qui pensent que les crypto-monnaies puissent devenir une matière première qui serait référence, on voit bien dans les claques qu'elle prend, qu'elle est loin de l'être. Et tout simplement aussi pourquoi? C'est parce que si demain, les Chinois se fâchent avec les Américains notamment, je pense que comme les plus grands centres de minage sont quand même vers là-bas, je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir faire pour continuer à pouvoir produire autant de monnaie virtuelle qui le pensent. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que moi, les marchés non régulés ne m'intéressaient pas, parce que demain, n'importe quelle règle peut assassiner, complètement faire disparaître ce marché d'un claquement de doigts. Voilà. Et donc, alors que le Nasdaq ne disparaîtra pas d'un claquement de doigts, même si Trump, visiblement, le manipule à merveille. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais regarder un peu le chat, c'est OK, bon, parfait. On a abordé une notion peut-être un peu, je ne sais pas, délicate sur les enjeux des taux, notamment des taux d'emprunt et de la valeur du dollar. J'espère que c'était assez clair. S'il faut le reformuler, n'hésitez pas, c'est le moment. Mais voilà, c'est pas toujours facile, parce que le mécanisme s'inverse quand on parle des monnaies. C'est pas comme on a l'habitude de l'envisager dans des actions classiques où on se dit, oui, mais du coup, souvent les gens disent, oui, si on met le SMIC à 2000 € par mois, tout le monde n'aura pas de problème. Ben non, en fait, parce que si on fait ça, tout le monde a beaucoup d'argent, et donc du coup, l'argent il vaut plus rien, parce que si tout le monde a 2000 €, les 2000 €, ils n'ont plus la même valeur. Donc voilà. Plus on va donner aux gens, plus ça déprécie la force de cette monnaie-là. Et comme on est dans un monde qui partage la valeur, qui partage du moins le produit acheté,
si on dévalue énormément notre monnaie, si on importe le blé, on l'importe toujours au même prix. Et si on dévalue notre monnaie, il faut 2 fois plus de monnaie qu'avant, par exemple, disons, pour avoir la même quantité de blé. Donc forcément, tout va grimper de 2 fois plus cher, quoi, tout simplement. Donc finalement, on se sera plus tiré une balle dans le pied qu'autre chose, parce que ça a toujours tendance à avoir une inflation qui est beaucoup plus galopante que vraiment ce que tu as donné aux personnes. Et souvenez-vous pourquoi, c'est parce que on a toujours cette idée que quand on a une prime, elle sert à plus de choses que ce que l'on a. C'est vraiment dans la psychologie. Hein. Et l'économie est directement liée aussi à cet aspect psychologique. Sans compter les taux d'intérêt, etc., qui sont directement liés. Si on déprécie notre monnaie, il nous faut 2 fois plus, enfin il nous faut du moins cet argent supplémentaire pour pouvoir payer. Si on a une dépréciation du dollar, par contre, c'est quelque chose qui va être positif, notamment pour la dette française, hein, puisque si on a cette dette qui est émise et qui a, pour peu qu'elle ait été donnée à certains pays en dollars, ce sera plus facile pour nous de la rembourser si notre euro est plus fort. Ça nous aidera à payer notamment les taux d'intérêt. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients un peu sur chaque point à chaque fois, et c'est pour ça que c'est très dur pour les banques centrales de trouver le bon équilibre. Ok. Bon, voilà. Donc du coup, la semaine prochaine, je pense qu'on devrait avoir, j'espère, une belle journée verte. Moi, ce que je vais me marquer, donc c'est clairement, pour être plus clair, parce que je ne sais pas si j'étais bien clair, ce que je vais me marquer, c'est les 19,250 au moment de l'ouverture. Donc lundi, j'espère. J'espère un retour à 19,250 au moment de l'ouverture américaine. Si, ce qui m'étonnerait, on a dépassé les 19,400 là en haut. Ah mince, je ne suis pas sur la bonne fenêtre. Hop, ici. S'il a fait ça pour 3 mois, ça va se calmer alors, ça va être moins fou. Ça va être, oui, là le marché il devrait remonter. Ça va être moins fou. C'est moins fou si il fait ça avec les en gros, s'il calme le jeu avec les Chinois. S'il calme pas le jeu avec les Chinois, et là c'est pour ça qu'il a calmé le jeu, je pense, dans le week-end. Le marché, là, il était reparti pour revenir à 17 000 points. Hein. Il n'était pas reparti pour attaquer les plus hauts, honnêtement. Parce que là, même si en fin de journée, vendredi, il a plutôt cherché à casser le plus haut et à se retourner, à mon sens, il aurait été rapidement calmé de par le fait que, oui, certes, on a cet avantage pour le reste du monde, mais à un moment donné, quid de la dette, quoi. Quid de la dette et des taux. Donc, quid de la dette et des taux, ça va être une grosse difficulté pour lui à gérer. Là, comme il le gère plutôt bien, du coup, le marché, lui, va célébrer ça. 19,250. Si on vient toucher, moi, à mon sens, à l'ouverture, la 19,400, ça m'étonnerait qu'on le casse, parce que tout simplement, vous connaissez le principe. Hein. Vous connaissez le principe. On est sur un premier passage ici. Et donc là, sûrement à l'ouverture, on sera sur un second passage, dans la nuit du moins. Et donc, on devrait revenir plutôt peut-être vers ici, vers cet intérieur-là. 19 250, ce sera bon. 19 200. Et après, dans la journée, potentiellement, aller peut-être chercher un troisième passage et finalement le franchir. J'espère pouvoir franchir le troisième passage, ou lundi ou mardi, à voir. De toute façon, il n'y a pas vraiment de news qui peut donner un gros emballement hein, mais tu vois, sur la prévision des inflations, si la prévision inflation, elle sort dans le bon sens, forcément, oui, là, ils peuvent casser le 19 400 sans pour autant partir à 800 d'entrée. Mais ils peuvent casser le 19 400, rester un peu proche du 500, par exemple, revenir vers 19 400 en clôture, le lendemain, avec le peu de news qu'il y a, repartir vers les 19 500, 600, se donner un peu de pause vers les 19 700, et après, le surlendemain encore, aller chercher 19 800 pour une seconde touchette. Donc ça, on va se le marquer. Hein. On va se marquer vraiment ce qu'on peut espérer. Mardi, 19 400 en point bas et 19 600 en point haut. Mercredi, moi je pense que
Avec Powell, on peut aller chercher 19 850. Attention, second passage. Donc, peut-être un retour vers les, justement, vers ces plus hauts, là, vers 750, vers 700. Tu vois, 700. Retour 19 700. 19 750. Jeudi, pouvoir réattaquer la zone du 19 845. Là, écoute, c'est simple, on est en gros à 825, une clôture de ce que j'ai moi. La clôture de 22 heures, c'était quoi? Hop, 22 heures, hop, 820, donc c'est ça, 820. Si on prend, qu'on fait et qu'on calcule, allez, 4,5%, 18 825 fois 1,045, voilà, on peut finir la semaine à 19 700, c'est pas mal. Et si on montait à 19 850 divisé par 18 825, ça voudrait dire qu'on a pris 5,40 sur la semaine, en point haut de semaine. Moi, je m'étais arrêté à jeudi 19 845, attaqué 19 845. Et après, c'est quoi après? Attends. Parce que si tu parles de fin de semaine, je suis à peine à jeudi. En fait, on va plutôt réduire. Jeudi, vendredi. Jeudi, on n'a rien. Vendredi, c'est férié. Lundi, c'est férié. Donc, on va plutôt ranger calmement. Je pense qu'il n'y aura pas trop de volume non plus de jeudi. Voilà, on peut rester entre le 850 là, et le 700. Vous voyez, dans un gap là, ou 600, un gap de 250 points. Je veux voir si on fait. Ouais, dans le gap d'1%. Ouais, dans le gap d'1%. Voilà, on va rester, je pense, jeudi, un bon range. Mercredi, jeudi, en fait, un range entre 850 et 600, quoi. Merci. Bon, bien sûr, tout ça, c'est si Powell nous déprime pas. Hein. Si Powell nous déprime au milieu de ça, mais bon, Powell, il n'est pas trop du style normalement à déprimer les marchés. Mais si Powell, il calme vraiment le jeu, il peut venir plutôt ramener le marché vers les 18 250 ou 18 500. Vous voyez, plutôt cette S1M là, 550, 570. À mon sens, c'est en point bas peut-être les 250 plutôt, parce que le marché pricera quand même la bonne nouvelle de chinoise. Donc, même si lui, il nous plombe le moral, il va pas plomber le moral au point de faire perdre 5%. Quoi. Hein, ce serait déjà pas mal, parce que si imaginons, on se dit qu'on ouvre à 19 250 et qu'on finit aller ne serait-ce qu'à 18 500, ça voudrait dire qu'on perd 4%. Quoi. Voilà, on ne va pas perdre 8% sur la semaine avec Powell. Ok. Ouais. Cool. Voilà. Super. Bon, de toute façon, la volatilité devrait se calmer, bien honnêtement. Et puis voilà. S'il n'y a pas de questions, ben, écoutez, c'est réglé. Bon, c'était juste ça. Si c'est moins sauvage, tant mieux. C'est ok. Ouais, donc c'est que des bonnes nouvelles qui vont arriver cette semaine. Ouais.
En tout cas, là, il y a eu une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle assez importante. Oui. Voilà. Donc celle-ci, elle va être pricée d'entrée. Après, c'est différent. Après, il va falloir voir. Il va falloir voir ce qui se passe dans le reste de la semaine. Si Trump il refait des caprices ou pas. Voilà. Et oui, je sais, Alison. Ah ouais, d'accord. Ouais.